Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thomas Vaillet et aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2024. Comme vous le savez, il n'y a plus grand chose à attendre des marchés cette année. On peut dire qu'ils ont tout donné. Alors on ne peut pas non plus leur en vouloir de vouloir un tout petit peu se reposer. On va donc pas faire une revue des marchés comme d'habitude, on va simplement se poser une seule question. Et cette question est la suivante. Quel événement pourrait se produire qui entraînerait les marchés dans une spirale baissière? Et pour essayer d'y répondre, je vous propose de voir en détail les 10 raisons qui peuvent nous mener au crash en 2025 ou tout au moins à une correction sévère. Alors comme chaque année, on termine l'année en se disant que ça ne peut plus jamais baisser et que les marchés, enfin comme chaque année depuis 2 ans, on termine l'année en se disant que ça ne peut plus jamais baisser et que les marchés sont définitivement calibrés pour monter et monter encore. Il faut dire que depuis quelques années, on a commencé à se dire que l'adage « les arbres ne peuvent pas monter au ciel » n'est peut-être pas aussi véridique que l'évidence nous l'avait fait croire jusque-là. Il est vrai que lorsque vous regardez les prévisions de 2025, en général, celui qui pense ou qui ose penser que le marché pourrait baisser et terminer l'année plus bas qu'elle ne l'a commencé, généralement, il est pendu haut et court et plus personne ne lui adresse la parole, en tout cas jusqu'en janvier prochain. Prenez par exemple l'exemple de Nouriel Roubini. Le gars, il a juste été une fois juste dans sa vie, peut-être deux, et il se trouve que c'était pendant la crise des subprimes. Maintenant, il est à côté de la plaque depuis des années et tout le monde le déteste. Même moi qui suis bullish depuis 35 ans, j'ai émis quelques doutes sur les performances logiques ou illogiques des marchés en 2024 et on m'a presque détesté pour ça. Bon, il y en a qui me détestent vraiment, mais ça, c'est pas forcément à cause de mes prévisions. Tout ça pour dire que cette année encore, je vais juste essayer de trouver 10 raisons qui pourraient, au conditionnel bien sûr, déclencher un sell-off massif et nous rappeler encore une fois qu'un marché qui baisse est aussi un marché qui crée des opportunités d'achat pour un nouveau cycle haussier. La première des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est l'inflation qui remonte et les banques centrales qui sont obligées de ressortir leurs armes de destruction massive, la hausse des taux. Alors on le sait et on en parle régulièrement dans ces vidéos, celle du Morning Bull Live et celle du Swiss Bliss, l'inflation n'est pas vraiment encore vaincue et depuis quelques mois, elle semble même faire carrément de la résistance. Aujourd'hui, si on écoute la plupart des experts en finance qui peuplent la planète, il ne fait presque plus aucun doute que les banques centrales sont sur le bon chemin. Et même si ces derniers temps, ça n'est plus aussi facile que d'habitude, les choses devraient se régler progressivement. Aujourd'hui, on en est c'est un peu la phase comme à la fin d'un régime. Si tu ne fais pas la phase de stabilisation, dès que tu recommences à te goinfrer de pain au chocolat et de fondu au fromage, tu reprends tout ce que tu as perdu. Pour les sauces, c'est pareil. Dès que tu arrives tout près des 2-3%, il faut continuer à faire des efforts pour que ça baisse définitivement à 2%, histoire que les Jérôme Powell et les Christine Lagarde puissent venir faire la danse de la victoire sur CNBC. Sauf que les camps minoritaires des « on pense que la Fed a baissé les taux trop vite et que ça va rebooster l'inflation et du coup la Fed va devoir remonter les taux », eh bien, ce camp-là, ils pensent que la Fed va remonter les taux et qu'ensuite, le tremblement de terre de Fukushima en 2011 aura l'air d'une vaguelette sur les plages de Saint-Tropez en plein mois d'août pendant un bref épisode de Mistral. Aujourd'hui, les gens qui pensent que les taux vont remonter sont minoritaires, un peu comme ceux qui pensaient que le Nasdaq allait se péter la gueule en février 2000. Minoritaires, sauf qu'aujourd'hui, on ne s'attend tellement pas à que ça puisse se produire que si ça se produisait, ça serait sûrement la première raison de tout vendre en 2025 et pas la dernière. La seconde des raisons qui pourraient nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est une récession mondiale. Si l'inflation est une problématique évidente que tout le monde botte en touche parce que les banques centrales sont nos amis et que tout va bien se passer, il y a aussi un autre souci qui pourrait nous tomber dessus en cours d'année. C'est une récession mondiale avec 3 A et plusieurs L et une grande série de E à la fin. Alors oui, j'aurais pu me contenter de parler d'une récession tout court qui ne toucherait qu'un seul pays à la fois, un pays comme les USA ou la Chine, mais tout seul, juste un seul pays ou une seule région, mais ça ne serait pas drôle. Ce qui serait
bien plus drôle, ça serait une récession mondiale. Et j'insiste bien sur le mondial, avec plein de circonflexes sur le A et en tirant les L jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Donc une récession mondiale pourrait nous tomber dessus au cas où tous les gros pays du monde commenceraient à finalement caler tous ensemble et au même moment. Bon, pour être franc avec vous, en Europe, on a déjà clairement entamé le processus, surtout en Allemagne. Le business de l'automobile fonctionne mieux en Chine qu'à Stuttgart, à Wolfsburg ou à Ingolstadt. La croissance ralentit, pour autant qu'il y en ait encore une. La chimie est au fond du bac et la politique part en vrille. On essaie de nous faire croire que tout va bien, mais non, en fait, tout ne va pas si bien. Mais puis, la France est sûrement aussi dans le même état, mais comme ils montent tous, rien n'est moins sûr pour l'instant. Toujours est-il que si l'Allemagne seule est en récession, on va s'en remettre. Mais si les USA, la Chine et l'Europe partent en vrille, on risque de ne pas le voir de la même manière. Les bénéfices des sociétés s'effondreraient, les attentes des analystes se retrouveraient bien au-dessus de la réalité et la déception provoquerait des ventes qui elles-mêmes provoqueraient des ventes de panique. Bref, une bonne raison de tout vendre et de partir ouvrir un bar à Bali ou au pire, sur une autre plage au soleil. La troisième des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est un ou des conflits géopolitiques majeurs. Autant vous dire que des conflits géopolitiques seraient bien plus efficaces pour déclencher des bonnes grosses ventes de panique et faire monter tous les puts que nous avons en position, puts que nous avons bien sûr pris soin d'acheter en période de volatilité basse. Et sans être un expert en géopolitique, on peut déjà s'estimer heureux que 2024 ne nous ait pas encore pété à la figure. Mais les sources d'emmerdement maximum peuvent encore apparaître dans tous les coins du globe. Alors bien sûr qu'une bataille de boules de neige entre Appenzell Rod extérieur et Rod intérieur pour une histoire de fromage avec pas assez de trous n'est pas considérée comme un conflit géopolitique majeur. Mais en revanche, une guerre de frontières entre le Valais et le canton de Vaud pourrait être considérée comme un conflit majeur dans le secteur viticole en tous les cas. Pour le reste de la planète, les occasions de se foutre sur la gueule ne manquent pas, sachant déjà que l'Ukraine et la Russie, ce ne sera pas réglé tant que Trump n'a pas prêté serment. Il n'est pas exclu que Poutine pète un câble en amont des discussions de paix ou que les leaders européens décident de livrer une nouvelle cargaison de F-16. Et pour le reste, on peut toujours compter sur Israël qui vont bien trouver quelqu'un à qui s'en prendre ou au gouvernement syrien pour mettre en place une nouvelle structure basée sur l'islam radical qui va forcément bien se terminer. Mais ça pourrait ne pas s'arrêter là, même si Trump est considéré comme le Messie et qui est sur Terre pour apporter paix et bonheur, il n'est pas exclu que les tensions avec la Chine dégénèrent, histoire de savoir qui possède Taïwan, les USA, la Chine ou Nvidia. Autant vous dire qu'un bon conflit américano-chinois serait radical pour les places boursières mondiales. Après, il faudra voir s'ils se battent à coups de fourchette comme à la frontière indo-chinoise ou à coups de bombes qui ont pour arrière-grand-parent le Little Boy qui était dans les soutes d'Enola Gay. Et puis pour le reste, on n'est pas à l'abri qu'un compte politicien avec un ego surdimensionné s'en prenne à son voisin pour une sombre histoire de frontières mal établies. Mais pour que cela ait un vrai impact sur les marchés, il faudra quand même que ça soit dans un pays qui intéresse l'économie et qui ont un PIB supérieur à celui des îles Vanuatu. Après, on n'oubliera pas, si ce genre de conflit se produit, qu'il faut racheter quand ça tire dans tous les sens et revendre quand les choses vont se calmer et que l'ONU ou Donald Trump s'en mêleront pour ramener la paix sur Terre. En revanche, si on tire à l'arme atomique, et n'achetez pas, bon, de toute façon, il restera plus grand-chose à acheter après. La quatrième des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est tout simplement l'effondrement économique de la Chine. Alors aujourd'hui, si on en croit les dernières communications du gouvernement, on n'est pas vraiment parti dans cette direction. Mais imaginez ne serait-ce qu'un instant, juste un instant, que la bulle immobilière chinoise, dont on nous parle depuis plus de 4 ans, finissait par exploser une fois pour toutes. Non. Parce que je me rappelle simplement qu'il y a à peu près 4 ans, j'étais dans une chambre d'hôtel à Zermatt et je me souvenais que l'on parlait d'effondrement de la Chine, de contagion en Occident et de fin du monde économique qui aurait fait sembler la crise des subprimes à une semaine de vacances au soleil. À l'époque, on était tellement terrorisés que j'avais presque envisagé de devenir moniteur de ski à Zermatt. Toujours est-il que la crise immobilière chinoise, déclenchée en 2020, reste une des plus graves de l'histoire récente. Le secteur immobilier, qui représentait près de 30% du PIB,
a explosé ou implosé après des décennies de croissance alimentée par la dette, de la dette et encore de la dette. Tiens, d'ailleurs, ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Tout commence donc avec Evergrande, géant immobilier surendetté, incapable de rembourser ses obligations. D'autres acteurs comme Country Garden ont suivi, accentuant le malaise encore un petit peu. À l'heure actuelle, les restrictions imposées par Pékin via la politique des 3 lignes rouges, autrement dit l'imitation de l'endettement des promoteurs, ont révélé la fragilité du modèle économique basé sur des préventes massives. Résultat, des projets arrêtés, des acheteurs furieux refusant de rembourser leurs prêts et un effondrement de la confiance. Cette crise a provoqué une chute des prix immobiliers, pesé sur la consommation et menacé la stabilité bancaire. En réponse, Pékin a mis en place les mesures de soutien que vous connaissez, enfin, dont vous avez entendu parler, mais que vous ne comprenez pas vraiment le fond ni la forme. Un peu comme moi, l'ampleur du problème souligne donc les défis d'un secteur surdimensionné dans une économie en transition et visiblement, on n'est pas à l'abri d'un redémarrage qui pourrait allumer à nouveau le feu, comme disait Johnny. Dans l'éventualité d'un redémarrage de la crise et si la contagion prévue en 2020 finissait par contaminer l'Occident, la claque serait donc magistrale. Voici quelques éléments qui pourraient nous pousser un peu plus loin au bord du gouffre et nous donner envie de tout vendre si la Chine venait à s'effondrer. Tout d'abord, une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Si la Banque populaire de Chine devait augmenter ses taux pour stabiliser le yuan ou lutter contre l'inflation, ça pourrait mal se finir. En deux, si un nouveau ralentissement de la croissance économique chinoise se produisait, une baisse plus marquée de l'activité économique chinoise, notamment en raison de la faiblesse de la demande intérieure, ou alors des tensions commerciales avec l'Occident, qui réduiraient les revenus des ménages et des entreprises, affaiblissant encore un peu plus le secteur immobilier. En trois, on a bien évidemment un échec du stimulus qui est en cours. Si les aides gouvernementales telles que les baisses de taux hypothécaires ou les incitations à acheter des logements s'avèrent inefficaces, là aussi, la confiance déjà ténue pourrait s'effondrer. Et puis en 4, un effondrement d'un autre acteur majeur. Si d'autres géants de l'immobilier venaient à faire défaut, cela pourrait raviver une certaine forme de panique. Et puis en 5, une crise bancaire liée aux créances douteuses, une aggravation des prêts non performants liés aux projets immobiliers qui pourraient affaiblir le système bancaire, qui rendrait du coup le crédit encore plus rare et plus cher. Et puis une hausse du chômage aussi. La crise immobilière affecte directement les secteurs comme la construction, le ciment et l'acier. Et si le chômage augmente, la demande des logements, déjà faible, pourrait encore là aussi baisser fortement. Tous ces facteurs combinés ou isolés pourraient suffire à raviver la crise, rendant la situation encore plus difficile à stabiliser. Pour autant qu'elle a été stabilisée un jour. La cinquième des raisons qui pourraient nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est une crise énergétique majeure. Imaginez une hausse des prix du pétrole ou du gaz due à une guerre ou à des restrictions d'approvisionnement pourrait augmenter les coûts pour les entreprises et peser sur les marges bénéficiaires. Imaginez 2025 comme une grande fête où tout le monde veut se chauffer, s'éclairer et rouler, mais il n'y a pas assez de pétrole pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on aurait sous-investi dans les vieilles centrales fossiles en misant tout sur les énergies vertes, mais malheureusement, elles ne suivent pas encore le rythme. Ajoutez à ça des disputes géopolitiques qui pourraient être remis au goût du jour avec l'arrivée de Trump au pouvoir, des sécheresses qui assèchent nos barrages et des vagues de froid qui transforment tout le monde en manchot à la recherche d'un peu de chaleur. Résultat, les prix de l'énergie pourraient exploser et tout deviendrait plus cher. Remplir son frigo, se déplacer ou même garder les lumières allumées. Les pays importateurs comme l'Europe ou l'Asie trinqueraient très fort. En prime, certains ressortent même le charbon et le pétrole, ralentissant la transition énergétique. Bref, une crise qui nous chauffe, mais pas du tout comme on aurait voulu qu'elle nous chauffe. Et puis, supposez que l'énergie augmente tellement qu'allumer une ampoule devienne un luxe réservé uniquement aux Kardashians. Et les factures exploseraient, les ménages se retrouveraient à jouer au Tetris budgétaire, chauffage ou courses, électricité ou Netflix. Résultat, les classes moyennes s'étrangleraient et les plus modestes passeraient leur soirée emmitouflés dans des plaids en mangeant des nouilles instantanées mais froides. Sans compter que bien évidemment tout le reste deviendrait plus cher à produire, plus cher à transporter, plus cher à conserver. Même la baguette à 1 euro risquerait de devenir une légende urbaine si c'est pas déjà fait. Bref, cette crise c'est un peu comme ta voiture dans le 9-3 le soir du 31 décembre.
Elle brûle et t'aimerais bien l'éteindre, mais comme elle te tient chaud, t'oses pas l'éteindre. La sixième des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est la défaillance d'une grande institution financière. Alors bien sûr, je ne parle pas du Crédit Suisse. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ça ne sera pas en Suisse, justement, vu qu'il ne nous reste plus qu'une seule institution financière. Mais en revanche, si on cherche du côté des États-Unis, on sait que les banques régionales ne sont pas au mieux de leur forme, et même si les déréglementations annoncées par Trump devraient leur faciliter la tâche, un scandale ou la faillite d'une institution financière majeure pourrait jouer le rôle d'étincelle dans un marché qui est parfois fragile. Imaginez un géant bancaire ou un fonds d'investissement soudainement pris dans un tourbillon de mauvaises pratiques, fraude comptable, gestion imprudente, une dette qui part en vrille ou exposition excessive à des actifs toxiques. Si une telle entité venait à s'effondrer, les investisseurs pourraient être pris de panique, rappelant douloureusement les événements de 2008. Je sais que là tout de suite ça paraît impossible, mais ça n'est pas comme si ça n'était jamais arrivé. Les conséquences pourraient bien sûr être rapides et brutales, une chute des cours, des actions, liquidation forcée et une montée en flèche de la volatilité. La confiance des investisseurs dans l'ensemble du système bancaire serait à nouveau ébranlée, entraînant un gel du crédit, un resserrement des liquidités. Bon, en même temps, on est quand même vachement entraîné à ce genre de situation puisqu'on nous fait le coup quand même régulièrement, et à chaque fois, les banques centrales débarquent avec leur fouet et leur grand chapeau pour venir nous sauver la mise. On n'oubliera pas non plus que plusieurs fois, en 2023, en 2024, on a entendu parler de banques régionales américaines qui sont confrontées à une augmentation de leurs créances douteuses, notamment dans le secteur de l'immobilier commercial. Par ailleurs, des banques de premier plan telles que JP Morgan ou Wells Fargo ont enregistré des pertes substantielles sur des créances douteuses avec des dépréciations nettes atteignant quand même plusieurs milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Cette accumulation de créances douteuses fragilise la stabilité financière des banques régionales, les contraignant à renforcer leurs réserves pour couvrir les pertes potentielles. La situation pourrait donc également être amplifiée par une baisse des dépôts de par la méfiance des investisseurs et du fait qu'ils ont de moins en moins d'argent à déposer parce que l'économie est au bord du gouffre et qu'ils ont perdu leur job. Notons quand même que ces dernières années, les régulateurs américains ont reconnu leur part de responsabilité dans ces défaillances et ont répliqué en mettant en place une surveillance plus rigoureuse pour prévenir de futures crises systémiques. Ça tombe bien, ça tombe vraiment très bien parce que le 21 janvier, Trump va tout faire sauter les régulations et là, du coup, ça sera beaucoup plus facile. On se réjouit d'ailleurs. La septième des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025 ou tout au moins à une correction sévère, c'est la régulation accrue des technologies. Alors oui, ça paraît un peu barbare comme ça. Et ces derniers temps, on a vu que le gouvernement américain était parti en guerre contre les nouvelles technologies sous plusieurs angles. Tout d'abord, la protection des données et de la vie privée. Avec des scandales liés à l'utilisation abusive des données personnelles, les gouvernements cherchent à renforcer les lois pour protéger les utilisateurs, ce qui impose de nouvelles contraintes aux entreprises. Mais il y a aussi les pratiques anticoncurrentielles. Mais les géants comme Google, Amazon ou Apple sont accusés de domination excessive, d'abus de position dominante et de pratiques qui étouffent l'innovation et les concurrents plus petits. Il y a aussi l'encadrement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est dans le viseur avec des appels à réguler ses usages pour éviter les biais, les dangers éthiques et les impacts sociétaux négatifs, sans compter l'ultra-contrôle sur les exportations à l'étranger afin de ne pas donner davantage à l'ennemi, autrement dit à l'étranger. Ça ne devrait pas s'améliorer avec Trump qui va tout faire pour emmerder les Chinois tout en favorisant Musk. Et puis il y a aussi l'aspect cyber security. Avec l'augmentation des cyberattaques, les régulateurs veulent imposer des normes de sécurité plus strictes aux entreprises technologiques, ce qui leur coûtera bien sûr plus cher et ce qui va donc réduire leurs marges. Tout cela pourrait inévitablement avoir des conséquences sur le secteur. Voici d'ailleurs quelques-unes de ces conséquences. Tout d'abord, un certain frein à la croissance. Des réglementations plus strictes augmenteraient les coûts opérationnels pour les entreprises. Plus de coûts, moins de croissance. Il y a aussi l'impact sur les bénéfices. Moins de liberté dans les modèles commerciaux, comme la limitation des publicités ciblées, pourrait donc réduire les revenus pour des acteurs comme Meta ou Alphabet. Et puis il y a le décalage technologique. Les petites entreprises technologiques pourraient avoir du mal à absorber les coûts de mise en conformité, limitant l'innovation et la concurrence. On n'oubliera pas non plus le repli des investisseurs, puisque les régulations créent de l'incertitude et rendent le secteur moins attractif, poussant les investisseurs à réallouer leurs fonds vers des secteurs peut-être un peu moins risqués. Et puis on n'oubliera pas que les grandes entreprises technologiques que l'on appelle dorénavant les Batman, pour Broadcom, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet et Netflix,
et Nvidia représentent une part gigantesque des principaux indices, près de 30% sur le S&P 500. Et si leur croissance venait à ralentir ou que leur valorisation chutait sous l'effet de certaines régulations, ou pire, les deux en même temps, eh bien cela entraînerait une baisse globale des stars de la tech, mais aussi et par capillarité des indices. Et ces ventes massives pourraient s'étendre aux secteurs adjacents, tels que les semi-conducteurs ou les services numériques, accentuant l'effet domino. En résumé, une régulation accrue serait une véritable épée de Damoclès au-dessus du secteur technologique, risquant de freiner son essor et d'entraîner des secousses sur les marchés mondiaux. Mais on n'en est vraiment pas encore là du tout, sachant que les géants de la tech sont tous queue et chemise avec Trump depuis qu'il a été réélu. La 8e des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est bien sûr l'effondrement des crypto-monnaies. Alors dans le cas présent, je ne vais pas vous faire un dessin. Dans la pub sur le loto d'il y a quelques années, on disait que 100% des gagnants avaient tenté leur chance. À la fin de 2024, on est plutôt à 100% des investisseurs pensent que le Bitcoin va doubler en 2025 et ceux qui pensent le contraire seront virés de la salle après avoir été passés par le goudron et les plumes. Je dois vous avouer que rarement dans ma vie j'ai entendu une telle conviction au sujet d'un domaine d'investissement. Et les arguments pour justifier la hausse de certaines cryptos de référence ne manquent pas, ils sont légion et j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais dans le cas présent, c'est plutôt le fait que tout le monde pense la même chose qui me stresse au plus haut point et qui pourrait stresser au plus haut du plus haut point l'ensemble des marchés. Voici donc, en plus du quand c'est évident, c'est évidemment faux, quelques raisons qui pourraient justifier une claque monumentale sur le secteur des cryptos. Tout d'abord, ce que l'on appelle l'apocalypse des régulations. Les gouvernements fatigués de voir le Bitcoin défier leur propre monnaie pourraient enfin sortir le marteau de Thor législatif. Imaginez interdiction de miner, taxe à gogo et obligation de déclarer chaque centime de crypto comme si c'était un lingot d'or planqué sous le matelas. Résultat, dans ce cas de figure, les traders en crypto fuiraient plus vite qu'un influenceur qui apprend que dorénavant il va payer des taxes à Dubaï. Alors bon, avant de me faire incendier par tous ceux qui font de la crypto et qui s'y connaissent mieux que moi, et ils sont des milliards, ce scénario, cette probabilité n'est de loin pas la plus probable, et de très très loin. Il y a nettement plus de chances de voir Beyrouth se faire censurer avant le printemps que de voir un tel scénario se dérouler. Mais comme disait Murphy, tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. En gros, c'est peut-être parce que c'est évident que ça ne doit pas se passer, que ça va se passer. Alors, évidemment, on est tous conscients que Trump est plutôt dans une autre direction, donc on est quand même tranquille, mais il fallait le citer quand même. Deuxième danger, l'invasion des hacks intergalactiques. Alors, les cryptos sont sécurisés, qu'il disait, sauf que voilà, en 2025, un hacker surdoué ou une IA mal lunée trouve le moyen de craquer les portefeuilles numériques et là, panique mondiale, vos bitcoins s'envolent plus vite que le cours du Dogecoin après un tweet d'Elon Musk. Ce genre de hack planétaire, et que l'on pensait ou que l'on pense impossible à réaliser, pourrait avoir le pouvoir de convaincre les gens de tout liquider et de se convertir en lingots d'or physique. Et comme ces derniers temps, les cryptos sont devenus la mesure de l'appétit au risque pour les investisseurs, ça pourrait dégonfler sévère à peu près partout. Autre crainte sur les cryptos, la fin du to the moon. Les cryptos vivent du rêve de la richesse rapide. Mais si tout le monde comprend soudainement, plus ou moins en même temps, qu'un JPEG de singe avec une casquette n'a pas vraiment de valeur, ou que des cas comme la crypto de Octua, dont on a parlé dans une précédente vidéo, est la représentation de la bêtise humaine, les investisseurs risqueraient de prendre leurs profits et de se casser ailleurs. Enfin, pour ceux qui ont des profits. Résultat, retour sur Terre, brutal pour tout le monde. Un effondrement du secteur technologique pourrait également contaminer la crypto. Et puis encore une autre hypothèse pour justifier un crash crypto, ce serait un coup de grâce énergétique. Imaginez simplement un monde où les écolos sont au pouvoir et où Trump n'est pas au pouvoir. Imaginez que les écolos en question décident de vraiment sauver la planète, plus que de s'assurer un siège à l'Assemblée nationale ou au conseil municipal du quartier. Le minage deviendrait l'ennemi public numéro 1, minage qui consomme plus qu'un pays comme l'Argentine. Les écolos pourraient donc gagner, les fermes de minage fermeraient et les cryptos s'éteindraient comme une bougie sur laquelle on souffle. Bon, là aussi, on avouera que c'est un scénario de science-fiction, mais souvenez-vous encore une fois de Murphy. Et puis nous sommes le 30 décembre et c'est le jour pour faire des prévisions supposées complètement débiles qui, si elles s'avèrent correctes, me permettront d'avoir enfin mon jour de gloire. Et si vous voulez encore une autre raison, une dernière raison pourquoi les cryptos se pèteraient la figure, alors imaginez une seconde que Musk change d'avis. Encore une fois, comme dirait l'autre, il suffirait d'un tweet un matin, il suffirait que Musk annonce un jour sur Twitter
sur X, pardon, et qu'il préfère désormais des pommes de terre comme monnaie d'échange en partant du principe que les patates c'est écologique et décentralisé. Résultat, Dogecoin, Bitcoin et compagnie s'effondreraient tandis que la frite deviendrait la nouvelle star de l'économie mondiale. Bref, si 2025 est l'année où le vent tourne pour les cryptos, ce sera peut-être à cause d'un cocktail explosif de régulation, de désillusion collective et d'une pointe d'humour cosmique. Mais bon, ça reste un pari avec les cryptos. Rien n'est jamais gravé dans le marbre, ni dans la blockchain d'ailleurs. La 9e des raisons qui pourraient nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est une pandémie ou une crise sanitaire. Bon, celle-là, c'était pratiquement obligatoire de la placer, mais je vous avoue que j'y crois même plus. On nous a déjà fait le coup il y a 4 ans et ça a fini avec un rebond stellaire et une inflation hors de contrôle. Mais 4 ans plus tard, on n'est pas plus avancé qu'avant et plus personne ne se vaccine. Alors, si ça doit être une pandémie supplémentaire, il faudra que ça soit une bonne, pas un truc bricolé par les Chinois qui ont testé une nouvelle recette pour Top Chef. Mais il est vrai que l'on ne peut pas nier que si on nous confine à nouveau en nous inventant une nouvelle pandémie mondiale basée sur les infections par les cons, il y a bien des chances que les vendeurs reviennent sur le marché et que l'on oublie à nouveau une fois ce qui s'est passé par le passé. Bon, en même temps, il y a une chose qui est connue depuis des années, c'est le fait que l'on n'apprend rien et que l'on oublie tout. Alors, absolument tout. Alors, vous pouvez prendre pour acquis qu'en cas de nouvelle pandémie, parce qu'un canard laqué a franchi la ligne rouge en copulant avec un pangolin qui aurait perdu sa route, on fera ni une ni deux et on fera comme sur le Titanic. Et DiCaprio finira là-bas et Kate Winslet s'en sortira encore. Comprenez que ceux qui auront des protections s'en sortiront. Et finalement, la 10e des raisons qui pourrait nous mener au crash en 2025, ou tout au moins à une correction sévère, c'est bien évidemment une crise politique dans une grande économie. Du côté géopolitique, une instabilité majeure dans un pays clé comme les États-Unis ou l'Union européenne pourrait créer une incertitude pesant sur les marchés. En ce qui concerne les USA, on dira qu'il n'y a plus rien à craindre pour le moment avec l'élection de Trump et son investiture le 20 janvier 2025, les Américains s'attendent tous à l'arrivée du Messie. Il restera donc à voir ce qui va se passer ces prochains mois, mais disons qu'il semble dorénavant plus probable qu'on lui donne sa chance pendant quelques temps tout au moins. Alors disons du même coup que la gigantesque crise géopolitique aux USA est plus ou moins à exclure dans les mois qui viennent, à moins que Biden déclare l'état d'urgence avant le 20 janvier et qu'il s'accroche aussi fort à son poste qu'à un déambulateur, provoquant une crise majeure. En revanche, du côté de l'Europe, il se pourrait que l'on s'amuse quand même un tout petit peu plus. On a déjà parlé de l'Allemagne tout à l'heure. La crise économique est à son paroxysme. Scholz a perdu la confiance des politiques. Des élections anticipées sont prévues en février. Et Musk s'est improvisé soutien du parti Alternative für Deutschland, l'AfD, en estimant que ce dernier est le seul qui peut sauver l'Allemagne plongée en plein marasme économique. Pour le moment, l'arrivée au pouvoir d'Alice Weidel n'est pas encore d'actualité, mais la peur de voir des liens avec le nazisme pourrait créer des tensions avec l'Europe. Pour ce qui est de la France, on ne va pas perdre de temps sur le sujet. La crise politique qui est en place et la forme de dictature mise en place par Emmanuel Macron est en train de faire passer le pays pour le plus clownesque du continent. Certains sont même en train de se demander si le roi de France n'est pas en train de se foutre ouvertement de son peuple pour causer une forme de révolution, ce qui lui permettrait de garder le pouvoir. Pour le reste, on pourrait s'inquiéter d'autres événements comme une crise migratoire sans précédent, une sécession au sein d'un État membre comme la Catalogne qui se casse de l'Espagne, une escalade des tensions avec la Russie puisque tout le monde se déchaîne pour soutenir l'Ukraine avant que Trump n'arrive. Il se pourrait que le conflit déborde avant le 20 janvier et à voir les attitudes de certains, on peut croire qu'une confrontation directe serait le meilleur choix. Une raison de plus pour que l'Europe explose au sens propre comme au figuré. Il y a également la possibilité d'une crise institutionnelle dans l'UE si un pays s'opposait aux décisions judiciaires européennes ou en violant ouvertement les droits fondamentaux. Cela pourrait déclencher une bataille juridique et politique majeure, avec le risque d'un exit d'un autre membre après le Brexit, comme le Frexit ou le Dutchxit ou le Spanishxit, sans compter qu'une montée en puissance des extrêmes politiques ne serait bien sûr pas le bienvenu. Quoi qu'il en soit, on connaît le bois dont sont faits les politiciens, ou plutôt le carton duquel ils sont faits. Ils sont capables de nous faire à peu près n'importe quoi et de dire que c'est notre faute à la fin. Donc, méfiance sur l'aspect géopolitique. Voilà, nous terminons donc une année record sur tous les plans et nous entamons une où rien ne semble pouvoir nous arriver. Pourtant,
je peux vous jurer que nous ne sommes jamais à l'abri de rien. Et on a déjà vécu tellement de choses ces dernières années que je préfère nettement la prudence et me référer une troisième fois à Monsieur Murphy. Et puis là, je vous ai donné 10 raisons, mais on n'a pas parlé de la dette US qui explose, les intérêts de cette dernière qui sont une charge monumentale, la dette des Américains qui fait de même en pulvérisant des records d'altitude, la dette française qui ne cesse de se faire downgrader, la France qui devrait devenir un des plus gros emprunteurs européens en 2025. Et si un fabricant de voitures européen faisait faillite en 2025, et si un président du G20 se faisait assassiner ou décapiter à la guillotine en 2025, que se passerait-il si l'on apprenait qu'Elon Musk voulait soudainement racheter le Nasdaq? Qu'arriverait-il au Bitcoin en cas de panne électrique mondiale? Sans parler du fait que les scientifiques pourraient faire revenir les dinosaures et ils pourraient prendre le dessus sur le genre humain et ensuite on ferait un film ou même alors les extraterrestres qui nous envahiraient pour nous réduire à l'esclavage. Bref, on est à l'abri de rien. Alors autant vous dire que tout peut arriver en 2025 et c'est surtout ça qui est génial parce qu'on ne va pas s'ennuyer et que c'est pour ça qu'on aime et qu'on adore le monde merveilleux de la finance. Ce matin, nous sommes le 30 décembre 2024 et je vous ai donné quelques pistes, quelques signaux d'alarme qui pourraient vous aider en 2025. En fin de semaine, pour les premières lueurs de l'aube de 2025, je vous proposerai les 10 mêmes raisons, mais cette fois les 10 raisons qui vont faire que le marché va aligner une troisième année à plus de 25%. Des raisons liées à l'intelligence artificielle, au quantum computing, à la biotech et bien sûr au Bitcoin qui va aller à 500 000. D'ici là, je vais vous laisser préparer les huîtres, le plateau de fruits de mer et le champagne et je vais vous souhaiter un excellent réveillon. Je vous souhaiterai une excellente année à la fin de la semaine. En attendant, merci d'être là tous les matins avec moi, d'être toujours plus nombreux et je vous fais une promesse. L'année prochaine, on franchira la barre des 50 000 followers sur la chaîne Swissquote en français et ça sera en grande partie grâce à vous parce que vous êtes motivés et que vous revenez tous les matins, encore et encore. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la commenter et à revenir le 3 janvier pour un Morning Bull Live version 2025. Allez, je craque. Bonne année à tous.